tout est détabouisé. Cannabis plus sexualité, on en parle un peu moins, en fait. C'est vrai qu'en général, je pense qu'on vient de cette génération-là où, bon, malgré que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des vrais cours d'éducation à la sexualité, on a comme été la génération sautée, mais en général, il n'y a plus tant de crainte, de tabou à parler de sexualité. Mais le sujet, le mélange des deux, la conso et la sexualité mises ensemble, on dirait qu'on n'a pas encore trouvé de moyens, vraiment d'en parler. C'est ça le but du balado aussi. Club Sexu, l'équipe du projet Allier Sexualité et Cannabis présente I Want You, une série balado où des jeunes adultes explorent comment le cannabis se mêle à leur intimité. Parce que derrière le brouillard enfumé des clichés de stoners, il y a des expériences intimes qu'on gagne à écouter en profondeur. Avertissement. On tient à souligner que chaque expérience avec le cannabis est différente d'une personne à l'autre. Si à un certain moment tu te sens inconfortable, quelques ressources se retrouvent dans la description. Salut tout le monde, bienvenue au balado où on parle franchement de cannabis et de sexualité. Je m'appelle Laura, je vais être votre animatrice aujourd'hui. Je travaille sur différents projets d'éducation, réduction des méfaits sur le cannabis en tant que jeune stoneuse aussi. Yes. Donc sur le balado d'aujourd'hui, on va parler de quelque chose un peu plus large, le regard de la société sur la sexualité sous influence de cannabis. Parce que il y a tout plein de normes, d'attentes, mais aussi de jugements qui entourent ces pratiques-là. Donc, on voudrait un peu déconstruire là, les préjugés, les tabous qu'on peut avoir, les doubles standards aussi qu'on peut avoir autour de ces pratiques-là. Mais donc, avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais ça qu'on se présente parce que c'est toujours plus facile de parler de conso et de sexualité quand on se connaît un peu mieux. Donc, à tour de rôle, est-ce que vous pouvez me dire vos prénoms, les pronoms que vous utilisez, ce que vous faites dans la vie, puis est-ce que vous aimeriez plus fumer du weed avec votre mère ou votre prof de philo? Oh! Lequel vous choisissez? Je peux y Victoire, aller, je peux me présenter. Moi, c'est Victoire. Mes pronoms, c'est elle, elle, la corneutre et ou féminin. J'habite à Montréal. J'étudie à l'UQAM en sociaux. Je suis aussi tatoueuse. Quand j'ai le temps, en fait, j'ai souvent le temps. Quoi d'autre? Je m'implique dans mes milieux associatifs étudiants. Je m'implique dans certains milieux de recherche aussi. Mais c'est pas mal ça. Puis pour répondre à la question... Comme, moi, c'est sur ma liste, fumer un bat avec ma mère. C'est quand même... C'est sur ta liste? C'est sur ma liste, oui, mais je pense pas que ça va arriver. Mais ça sera pas avec mon prof de philo. Fait que... Peut-être un de mes profs du département de sociaux. Je vais aller ça. Oh, yes. Salut tout le monde. Moi, c'est Maxime, pronom il, lui. Je suis récemment déménagé à Montréal. J'ai terminé mon bac en animation 3D pour le jeu vidéo. Wow. Et je suis concept artiste pour le jeu vidéo, justement. Graphiste, illustrateur aussi. J'ai fait un peu tout ça. Je préférais fumer un bat avec ma mère qu'avec mon prof de philo. Ma mère est sexologue. Elle a fait de l'impro longtemps. Je sais que c'est quelqu'un qui a navigué dans toutes ces eaux-là. Elle me l'avouera pas, mais c'est sûr qu'elle l'a fait. Fait que ça me ferait plaisir à un moment donné de partager ça avec elle, mais je vois mal le contexte dans lequel ça va arriver. Peut-être un party de Noël quelque part. Je m'appelle Stella, j'utilise des pronoms mixtes, donc elle, il, il. Je travaille en restauration, artiste drague et burlesque à mes heures. Mais je dirais prof de philo, parce que j'ai l'impression que on pourrait avoir des conversations existentielles un peu, tu sais, comme tu peux comme pousser ça puis parler de l'univers un peu, mais il faudrait que ça soit un prof que j'aime. Parce que ça peut aussi être vraiment rapidement lourd. Oui. c'est ça. C'est ce que j'ai à dire là-dessus. Avant qu'on se lance, merci à vous pour votre présence. Puis avant qu'on se lance dans, c'est ça, la discussion un peu sur le regard de la société sur la conso, la sexualité, est-ce que vous avez une anecdote, soit de conso sexu à me partager? Ça peut être l'un ou l'autre, les deux ensemble. Laura, je ne sais pas si tu t'es présentée. Oui, je me suis présentée. Oui, j'ai bien fait ça cette fois-ci. Avec l'anecdote? Anecdote conso, probablement la fois où j'ai pris des 40 mg d'huile de THC en gélule. Ça l'a pas kické durant la soirée. Je me suis endormie. Puis à 6 h du matin, quand je me suis réveillée, ça l'avait kické durant la nuit. Ben non. Je pense que ça a été le réveil le plus étrange. On dirait que je nageais dans les vagues. Oh my God. Je pense que ça m'a pris 30 minutes trouver mes yeux puis être capable de les ouvrir.
Et je travaillais quelques heures plus tard. Fait que j'ai eu le temps de me rendormir, laisser ça un peu passer. Mais ouais, je pense que ça a été une de mes buzz les plus surpris, je pense. Ouais. J'adore. Un peu dans le même style que toi, j'avais mal calculé. J'avais un examen cette journée-là, un gros examen. Puis j'avais décidé de fumer un bat. Mais je pense que c'était un plus gros bat que prévu parce que quand je me suis réveillée dans le matin, j'étais encore high. Mais très high. Puis là, je stressais, j'étais à mon examen. Puis là, j'étais allée voir mon prof. Je lui disais, hey, je vais pas bien, je vais vraiment pas bien. Je sais pas quoi faire. Puis t'es comme, comment ça se fait? T'as besoin d'aller à l'hôpital? Puis je suis comme, L'hôpital. je sais pas comment l'hôpital va m'aider et tout. Puis t'es comme, essaye de faire l'examen, puis on s'arrangera plus tard. Finalement, j'ai fait l'examen, batté raide. J'ai eu A+ à l'examen. Yes. Ben voilà, Fait que j'étais vraiment surprise, mais ouais. professionnel. Écoute. Puis toi, Bon, Maxime? J'essaie de penser, moi, une anecdote, parce qu'au niveau, au niveau de ma consommation, je suis quand même un consommateur, mais je suis pas un consommateur qui est si régulier, ce qui fait que c'est assez rare que je consomme avant d'aller comme au travail ou à l'école. J'ai comme rarement été dans ces sphères-là. C'est vraiment... Je suis très fumeur social, puis c'est beaucoup avec l'improvisation, fait que c'est rare de faire... Tu sais, tu peux pas vraiment te tromper. Quand tu es sur un stage, tu fais des personnages, puis tu dis des niaiseries. C'est comme un peu ça le but de l'activité. Tu sais. Fait que c'est vraiment souvent dans ces contextes-là que je vais consommer. Mais ça, de penser, mais il y a des fois où vraiment j'ai fait des improvisations que j'étais quand même défoncé, puis que je pense que j'étais tellement rendu dans mon personnage puis dans l'impro que le temps pourrait finir de l'improvisation en tant que telle. Puis moi, j'étais parti. J'aurais pu faire 6 heures de ça. Dans un épisode précédent, on a parlé de nos expériences par rapport à la conso, la sexualité, ce qui nous motive. Là, aujourd'hui, on veut plus parler de comment est-ce que c'est perçu at large dans la société, puis comment est-ce que ça peut venir influencer la façon dont on parle de ces sujets-là, mais aussi comment on peut négocier ces pratiques-là dans notre sexualité. Parce que tout le monde peut avoir une opinion sur la sexualité sous influence. Mais on sait aussi que dans tout ça, il peut y avoir beaucoup de peur, de stigma, de préjugés. Donc, ma première question pour vous, c'est dans votre entourage, comment est-ce que c'est perçu, la sexualité sous influence de cannabis? Je suis arrivée à un âge où je suis un peu plus vieux maintenant, puis je réalise que je viens vraiment d'une famille de stoners. Il y avait vraiment beaucoup de consommateurs de cannabis dans mon entourage, mais en tant qu'enfant, tu sais, j'étais pas vraiment au courant. Enfin, je pense que ça démontre que c'est pas quelque chose duquel on parle. Je pense pas que c'est considéré comme négatif nécessairement, mais c'est connu comme quelque chose qu'on n'adresse pas. Puis je me sens un peu pareil, I guess, dans mon groupe d'amis. J'en ai qui fument, puis j'en ai qui fument pas. Ceux qui fument, c'est comme notre petite bulle de confort un peu. On se le sait, on se le dit. Mais les autres, j'ai l'impression que c'est pas quelque chose qui est nécessairement adressé. Puis pas par malice, mais plus par peut-être... Je sais pas, incompréhension, inconfort un peu plus. J'ai l'impression que c'est plus de manière générale. Je pense aussi qu'en vieillissant, tranquillement, le tabou se dissout un petit peu, là, surtout au niveau des cercles d'amis et tout ça. Mais c'est vrai que peut-être plus tôt, moi, ça a surtout commencé au cégep. Puis c'est vrai que oui, on peut sentir déjà plus à cette époque-là que je vais encore chez mes parents. Il y avait plus cet aspect-là un peu de vouloir toujours le cacher, même si je pense qu'à quelque part... je veux dire, je serais fou de croire qu'ils savent pas. Je sais qu'ils savent. Je sais qu'ils savent, ils s'en doutent, assurément. Mais tu sais, malgré qu'ils s'en doutent, puis que probablement ils le savaient, on n'en a comme jamais vraiment abordé. On a souvent parlé de l'alcool, souvent parlé de la sexualité. Justement, comme je disais, ma mère qui est sexo, c'est vraiment pas un truc qui a été tabou. Mais au niveau de la consommation, on n'en a comme jamais vraiment parlé. À part, tu sais, des genres de phrases de parents très vite de comme... Hey, ben, tu fais attention. Hein? C'est comme juste des petites phrases même qui veulent un peu rien dire, sans jamais aborder vraiment le vif du sujet. Mais c'est ça, je pense qu'en vieillissant, là, je me sentirais pas, je serais pas gêné. Je cacherais pas mon weed si j'allais chez mes parents. S'il est dans mon sac, je vais pas me cacher. Tandis qu'au cégep, je me rappelle que c'était beaucoup plus un truc de genre... Les quelques battes que j'avais, ben, dans une boîte en métal fermée avec des bas, tu veux pas que ça sente rien. Puis je me dis concrètement... J'aurais pu juste dire que je consommais, puis ça aurait été vraiment moins grave. Je suis conscient que quelqu'un qui commencerait à cet âge-là, j'ai l'impression que ce serait encore très tabou, là, même à ce jour. Pour toi, Victoire? Je pense pour moi, mais si je peux retourner dans le passé, moi,
dans ma famille, on consomme pas de cannabis, on consomme plus de l'alcool. Fait que j'ai pas grandi avec ça, mais j'ai grandi avec la recherche de ça. Puis, tu sais, aujourd'hui, dans mes amis, c'est quand même mix, c'est quand même mitigé. Il y a des gens qui sont comme, ben non, pour moi, consommer lors des relations sexuelles, c'est un gros non, ça se fait pas, on peut pas consentir, nanana. Puis j'ai d'autres personnes, mais que ça fait partie de leur vie, fait que, tu sais, on s'en parle et tout. Mais j'aimerais qu'on parle beaucoup plus comme de cannabis en soi, mais pas tant de cannabis sous l'influence. Ben, on a la sexualité sous l'influence du cannabis. Parce que je pense, c'est encore tabou, tu sais. Ben Je pense même entre nous, même si tout est détabouisé, cannabis plus sexualité, on en parle un peu moins, en fait. C'est vrai qu'en général, je pense qu'on vient de cette génération-là où, bon, malgré que nous, on n'a pas eu la chance d'avoir des vrais cours d'éducation à la sexualité, tu sais, on a comme été la génération sautée, mais en général, il y a plus tant de crainte, de tabou à parler de sexualité. Mais le sujet, tu sais, le mélange des deux, la conso et la sexualité mise ensemble, on dirait qu'on n'a pas encore trouvé de moyens, tu sais, vraiment d'en parler. C'est ça le but du balado aussi. Qu'est-ce qui fait, selon vous, qu'on n'aborde pas ce sujet-là? J'ai l'impression que souvent, quand on parle des deux sphères ensemble, donc de sexualité et de drogue, c'est toujours dans les moments désastreux. On va parler justement des drogues du viol, on va parler de ces genres de choses-là, des agressions, toutes ces situations liées à ça, des gens qui ont trop consommé ou des gens qui ont fait des erreurs parce qu'ils ont consommé ou des gens justement qui avaient trop consommé et donc qui ont vécu toutes sortes d'affaires atroces. Mais on parle rarement des bienfaits d'avoir une relation sexuelle consentante, protégée avec un partenaire ou une rencontre ou quoi que ce soit. Même si on est sous l'influence, il y a quand même moyen de donner un consentement éclairé. Mais je sais que oui, pour beaucoup, souvent quand on en parle, on apporte beaucoup l'aspect que on peut pas donner un consentement 100% éclairé. Moindrement, on est sous l'influence. Mais vous le savez, là, on consomme un peu souvent. Je suis quand même vraiment capable, même si je fume un bat, de dire si j'ai envie de coucher avec quelqu'un ou pas. Je comprends que oui, il y a un certain aspect. Des fois, si t'as vraiment consommé ou si t'es vraiment sous-soul ou une genre de situation comme ça, effectivement, là, il y a un moment où peut-être qu'on passe le cap où c'est plus vraiment éclairé. Mais avec une petite dose, je veux dire, je reste quand même vraiment moi. Je garde encore mon esprit très lucide. Mais oui, pour beaucoup de gens, je pense pour la société en général, c'est comme l'aspect de mélange pas ça avec ça parce qu'il y a trop de risques que autant de l'aspect de pour pas vivre quelque chose de désagréable, mais aussi pour pas faire vivre quelque chose de désagréable. Moi, je parle du point de vue d'un homme, mais c'est un truc qu'on s'est beaucoup fait mentionner au niveau des... surtout avec le mouvement MeToo et tout, on a toujours peur de faire une maladresse, quoi que ce soit. Fait que je sais que moi, longtemps, ça a été un truc que moindrement ma partenaire avait consommé ou on était moindrement un peu en état d'ébriété. On faisait comme vraiment attention de genre, OK, ben ce sera pas ce soir parce qu'on n'est pas 100% là. Même si c'était, tu sais, là, je parle, mettons, d'une relation amoureuse avec ma partenaire dont on a sorti ensemble 3 ans et demi à l'époque. Puis pourtant, on s'empêchait complètement d'avoir une relation sexuelle parce qu'on disait, ben on est sous l'influence. Puis à ce jour, je serais plus capable de donner un consentement éclairé puis de dire, hey, on peut quand même y aller. Mais je pense que la société mêle vraiment ces deux-là en mode tabou. En mode danger. En mode danger. Je pense qu'il y a aussi l'envers de la médaille, que j'ai l'impression que autant qu'il y a un tabou envers le cannabis, j'ai l'impression que c'est aussi pas tant pris au sérieux d'une certaine façon, comme la dépendance au cannabis. J'ai l'impression que c'est normalisé. Tu sais, maintenant, avec la SQDC, c'est plus accessible que ce l'était. Ben, plus. D'une certaine façon, ce l'est. Mais ouais, j'ai l'impression que quelqu'un qui consomme vraiment régulièrement, c'est considéré comme très banal, tu sais. C'est pas... Quelqu'un qui consomme de l'alcool, mettons, régulièrement, alcoolique, suivant des intox, tout ça, tu sais, je sais pas s'il y a vraiment cette option-là pour des consommateurs de cannabis. J'ai l'impression que c'est normal aussi quand on est jeune, tout le monde fume un peu de weed, stoner, hiha, tu sais, c'est pris vraiment à la rigolade, quasiment. J'ai l'impression qu'il y a définitivement cet aspect-là de c'est naturel, c'est pas une vraie drogue. Fait que peut-être qu'il n'y a pas autant d'attention qui est portée, d'une certaine façon, à
ouais, la consommation de cannabis aussi, lorsqu'on parle de consentement, c'est extrêmement plus dur à gager. Il n'y a pas d'alcotest pour le cannabis. Il n'y a pas de façon de comme, vraiment dire est-ce que tu es encore lucide, est-ce que tu ne l'es pas. Il n'y a pas de dose limite par le gouvernement, peu importe qui considère ça. Fait que j'ai l'impression que autant que c'est tabouisé, si on veut, c'est aussi pas... Ça n'a pas comme l'ampleur, j'ai l'impression que ça devrait peut-être avoir de cette façon-là. Je serais d'accord, Je pense que c'est aussi plus facile à cacher, à quelque part. Tu sais, quelqu'un qui est vraiment en état d'ébriété, souvent, avant une relation sexuelle, tu vas souvent le remarquer. Là, tu vas faire, là, vraiment, on est vraiment pas au même niveau. Vraiment, là, on est en état d'ébriété. Mais même quelqu'un de vraiment high, qui a beaucoup consommé, moi, en tout cas, personnellement, je trouve que ça paraît moins, c'est plus gris quand même, la zone. On va quand même pouvoir... Tu sais, il y a des signes, mais quelqu'un qui consomme souvent ou beaucoup, tu pourrais même presque ne pas le savoir. Fait que des fois, je pense que c'est plus une zone grise aussi liée à ça. Fait que... Puis je pense que c'est comme ça pour la majorité des drogues, contrairement à l'alcool, que c'est plus dur de faire la limite entre quand est-ce que la personne est vraiment... sous influence versus pas beaucoup. Non, je suis très d'accord. On dirait pour moi, c'est vraiment comme cannabis, sexualité, c'est l'intersection de tellement d'enjeux, en fait. Tu sais, t'as d'une part l'image qu'on projette aux gens qui consomment du cannabis, qui est hyper négatif, hyper péjoratif, le stoner qui fait rien de sa vie, quoi que ce soit. Puis d'autre part, t'as l'État qui s'ingère dans les relations, en fait, parce que c'est l'État qui légistifie, j'arrive jamais à dire ce mot-là, mais qui encadre au niveau de tout ce qui est le consentement. Puis souvent, les gens, ils vont faire référence à ça, de comme, le consentement, si t'es sous influence, tu peux pas consentir, puis ça s'arrête là. Mais en fait, c'est pas l'État qui a l'expertise de mettre son mot à dire dessus. C'est plus des sexologues, des gens qui sont dans le domaine, des chercheurs qui peuvent plus les outiller. Puis je trouve ça plate que la définition du consentement, elle évolue pas, elle bouge pas, en fait. T'sais. Pourtant, c'est plus complexe, c'est plus fluide que ça. C'est nuancé. Si on mettrait plus à l'avant ces notions de consentement qui sont plus actuelles, on serait plus outillés, puis on serait plus comment agir dans ces moments-là, de pas juste s'abstenir d'avoir des relations, mais juste de comment on fait, en fait. C'est quoi les signes qu'on reconnaît, comment qu'on communique, c'est quoi l'intention qu'on met dans notre consommation. Fait que je pense que c'est un amalgame de tout ça, en fait. Ce que j'entends dans vos perspectives, c'est que, d'une part, on peut voir que, mettons, ce qu'on appellerait la consommation sexualisée, en général, on met beaucoup l'accent sur les risques. On met beaucoup de l'avant le discours du risque que la conso, c'est risqué, la sexualité aussi. Donc, doublement, si tu les mélanges. Mais quand on parle peut-être plus du contexte avec le cannabis, c'est encore nouveau dans un sens. La légalisation, ça fait pas si longtemps. On est encore dans beaucoup de développement. Puis aussi en société, comment est-ce qu'on discute de la consommation? Comment est-ce qu'on la réglemente un peu, comme tu disais? Puis ensuite, c'est quoi les initiatives qui ressortent de ça pour aller mieux informer la société? Mais encore une fois, un peu dans ce que tu disais, Victoire, c'est aussi... le consentement, qui est comme un peu quand on parle de risque, c'est aussi ça qui nous fait peur. Quand on parle de consommation, c'est quelque chose de dynamique, c'est quelque chose de fluide, c'est quelque chose qui est en mouvement aussi. Puis c'est pas aussi clair qu'un cadre de loi qui dit si tu consommes, tu peux plus consentir. Parce qu'on comprend qu'il y a différents degrés de consommation aussi. Comme tu disais, Maxime, quelqu'un qui consomme à tous les jours, s'il fume un bat, il va probablement être en mesure de prendre des décisions, de réfléchir à comment il ou elle se sent pour pouvoir communiquer, mettons, dans un contexte sexuel. Fait que c'est super intéressant. Est-ce que vous sentez qu'il y a une différence dans comment on perçoit la sexualité sous l'influence de cannabis puis celle avec l'alcool, par exemple? Je pense que sociétalement, il y a beaucoup de contextes dans lesquels l'ordre de jeu va être de consommer de l'alcool et ensuite d'avoir de la sexualité, que ce soit un party de fête ou sortir au bar, sortir au club. C'est la culture de cruiser, d'essayer de trouver des partenaires ou ce genre de choses-là. Je trouve que c'est beaucoup... c'est presque romantisé là, dans notre société, l'aspect de genre, même dans les films, tout ça, des gens qui sortent au club, après ça, qui ramènent quelqu'un à la maison ou quoi que ce soit. C'est intéressant parce que l'alcool, c'est la drogue sur laquelle il y a le plus de viols. C'est pas le GHB, c'est l'alcool. Tu sais, quand on pense à les gens qui se battent dans les bars, dans la vie,
c'est l'alcool, là. Tu sais, tu vas au 420, est-ce qu'il y a des gens qui se battent? Non. J'ai l'impression que les effets du cannabis sont différents. Puis je sais pas pourquoi ils sont pas mis à part égale non plus. Ben, ça peut pas être égal, c'est des substances extrêmement différentes. Mais il y a... Je sais pas, c'est dur à dire, là, comme pourquoi. Toi, Victoire, comment est-ce que tu vois une différence dans comment on perçoit alcool, cannabis? Mais j'aborde beaucoup dans le même sens que Stella puis Maxime. On dirait qu'il y a tellement de raisons à ça. Mais oui, tu sais, d'une part, parce que l'alcool est vraiment normalisé, parce qu'on a un regard différent par rapport aux deux drogues et tout. Mais c'est vraiment... Puis c'est vrai que l'alcool cause beaucoup plus de méfaits que le cannabis en soi, cause beaucoup plus d'impact sur la santé que le cannabis en soi, encore une fois. Mais encore là, je pourrais pas dire pourquoi, mais je trouve ça un peu plate que comme c'est plus banalisé, c'est plus accepté que comme les gens, ils peuvent être sous puis avoir des relations sexuelles. Puis que comme on banalise ça, mais quand on parle de cannabis et de relations sexuelles, c'est comme oh ben là c'est toute une autre affaire. Là, c'est un gros enjeu, comme on parle d'une drogue. Là. Mais l'alcool, c'est une drogue aussi. Peut-être ça manque d'éducation ou je pourrais pas dire. Je pense que c'est de son temps aussi. Là. Tranquillement, j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui était moins populaire, ou peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que c'est quand même un truc qui est de plus en plus popularisé en ce moment, mais qui à l'époque l'était pas. Puis dans les codes qu'on reconnaît souvent, que ce soit avec la télévision, les films, le cinéma, tout ça, la culture qu'on consomme, ben c'est vraiment pas rare qu'on va voir une femme ou un homme d'affaires très haut placé qui va prendre un verre de scotch avant de faire un grand meeting d'affaires, ou tu sais, plein de personnages d'influence, que ce soit des ministres ou tu sais, plein de gens super importants qui vont dire et banaliser le fait de consommer, même au travail ou dans des situations comme ça. Mais jamais tu vas voir un personnage ou une célébrité qui avoue fumer un bat avant de faire une entrevue ou un truc comme ça. C'est jamais un truc qui est abordé. Je sais pas si c'est vraiment un boom de popularité en ce moment. Comme they were smoking weed in the 90s, in the 80s, genre they were smoking weed in the 50s. Je pense que ça a toujours été là. C'est juste qu'avec la légalisation au Québec, ça l'apporte comme un nouveau marché un peu, si on veut. Tu sais, c'est dur aussi à dire que l'alcool a plus ou moins de méfaits sur la santé parce qu'encore une fois, c'est des substances qui sont extrêmement différentes. Mais est-ce qu'il y en a une qui est meilleure pour toi? La cigarette aussi, tu sais. Je sais pas, mais j'ai l'impression que les méfaits viennent peut-être vraiment de l'image qu'on a du stoner, que comme c'est un hippie sale qui se douche pas, il reste tout le temps sur son couch, il y a son appart est crasse, il y a des papiers de McDo partout. J'ai l'impression que c'est pour... Ça, c'est vraiment une question de stéréotype, anyway, parce que l'image qu'on a avec l'alcool, justement, si on pense à un politicien, whisky on the rocks, c'est quelque chose de classique, c'est quelque chose, tu rentres dans un bar, tu peux aller prendre un verre, on n'a pas de lounge ou de café où est-ce que tu peux aller fumer des battes. Enfin, je pense que c'est vraiment ça. Puis ça vient aussi peut-être des classes aussi, que l'alcool, c'est quelque chose qu'on associe justement avec comme un certain luxe, une certaine bourgeoisie, si on veut. Puis les gens, les poteux, c'est les crasses qui n'ont pas d'habitation. Puis je pense que ça se maintient vraiment dans l'image qu'on a. Puis si je peux rajouter quelque chose, c'est tellement pas vrai en plus. Ben absolument pas. La plupart des gens qui consomment, mes amis, sont aux études, ils font mille et une choses. Regardez-nous aujourd'hui, là, on n'est pas on the verge, je sais pas, de mourir ou quoi que ce soit. On va bien, on fonctionne, on a des belles relations, on contribue aux gens autour de nous, mais comme, je nous regarde puis je suis fière de nous. Mais c'est vrai que ces stéréotypes-là tiennent pas la route, en fait. C'est vraiment plus pour apporter une certaine nuisance à l'associer à la consommation. Une peur à la consommation de cannabis puis les gens qui consomment. Fait que, J'ai envie de vous demander, parce que là, vous avez vraiment rentré dans le sujet des préjugés, des stéréotypes qu'on a par rapport à la conso de weed, mais est-ce que vous pensez que ça vient créer des barrières à la façon dont on peut avoir des conversations sur la conso, sur la sexualité? Je trouve que le stigma est surtout pour les gens qui ne consomment pas versus ceux qui consomment, naturellement. Mais dès que tu as commencé à consommer un peu, tu comprends bien mieux. Je me considère pas comme un grand consommateur. Je consomme de temps en temps. Mais on dirait que je peux vraiment plus facilement me mettre dans les chaussures de quelqu'un qui consomme souvent, à tous les jours ou plusieurs fois par jour. Je comprends vraiment ces personnes-là. Mais c'est surtout du point de vue de, mettons, certaines personnes que je connais qui n'auraient jamais consommé.
ben eux ont vraiment encore ce stigma-là, puis cette vision-là un peu des consommateurs. Et oui, effectivement, ces préjugés-là, on les déconstruit un jour à la fois, mais vraiment, moi, les gens que je connais qui font le plus d'affaires, là, puis qui sont les personnes les plus incroyables que je connaisse, c'est des gens qui consomment justement un peu pour se reposer dans les moments où ils se le permettent. Tu sais, je pense que ça ralentit les discussions liées à tout ça parce qu'il y a des préjugés, puis les gens veulent pas nécessairement se out comme étant des stoners. Tu sais, il y a plus de gens qui consomment que ce que vous pensez. Là. Oui, Je pense qu'on le sait. Il y a beaucoup de gens qui le diront pas, puis que s'ils en parlaient, ils pourraient probablement plus rapidement trouver le cannabis peut-être qui leur ferait le mieux, ou la manière de consommer qui leur plairait le plus, ou tu sais, des conseils, des trucs, des communautés avec lesquelles ils pourraient se remonter. Je pense qu'on en parle très peu parce que justement, il y a encore le stigma lié à ça. Fait que c'est sûr que ça va à l'encontre de la communication. Puis, tu sais, dans l'optique aussi qu'en ayant ces conversations-ci, on veut amener les gens qui décident d'avoir de la sexualité sous influence de cannabis à avoir des relations plus saines, plus positives. Mais est-ce que vous pensez que ça a des impacts, justement, tous ces préjugés, ces stéréotypes, sur notre capacité à avoir des relations intimes qui soient saines? Je pense, je dirais définitivement, en fait. Mais comme tu l'as dit, le fait qu'il y a une espèce de répression par rapport à la consommation, puis que comme après ça, bien, les gens, bien, ils répètent ce genre de comportement, ils répètent ce genre de discours, mais ça vient qu'avoir l'accès à l'information, c'est difficile. Si moi, je parle pas de ma consommation, si moi, je parle pas de mes questions avec mes amis, ben je veux pas, mais j'ai plus m'isoler, j'ai être plus un peu perdue dans mes pratiques, je sais pas, peut-être ma courbe d'apprentissage va être plus longue par rapport à ça, mais définitivement, ça nuit à s'éduquer puis avoir accès aux bons outils, en fait. Fait que pour moi, ce serait nécessaire, en fait, de plus détabouser puis plus en parler, en fait, tu sais. Dirais-tu, Victoire, qu'il y a comme une peur du jugement un peu qui mais vient jouer dans ça? Mais tellement, là, mais je pense que tu t'as mis le mot sur... Mais oui, la peur du jugement, tu sais, comme on vient d'en parler, tous les stéréotypes qui sont associés, tu veux-tu vraiment avoir l'air du stoner qui n'a pas de vie, puis qui travaille pas, puis qui reste toute sa journée dans son lit, même si c'est pas le cas? Fait que je pense que ouais, la peur du jugement, ça joue beaucoup, là. C'est intéressant parce qu'on dirait que j'ai fréquenté des gens qui fumaient beaucoup de cannabis et en ce moment, j'ai un partenaire qui ne consomme pas du tout. Puis le tabou est un peu là dans les deux. Tu sais, quand tu as des relations sexuelles avec quelqu'un qui est un gros consommateur, c'est comme les deux, on va fumer, on va avoir du sexe, puis comme on s'en parle pas vraiment parce que c'est comme une évidence. Puis lorsque tu es dans une situation où est-ce que ton partenaire n'est pas consommateur, il y a la peur encore un peu de comme je veux pas nécessairement l'adresser parce que je sais pas si je vais être compris, je sais pas si je vais être écoutée, tu sais. Ça m'est déjà arrivé justement d'avoir une relation avec quelqu'un qui consommait pas, on s'embrasse puis ils sont comme tu goûtes le pot, tu sais, comme il y a des petits il y a des petits puis je dirais pas que c'est un jugement qui est nécessairement comme lourd, mais il y a définitivement peut-être une dissonance un peu entre la compréhension mutuelle peut-être. Fait que c'est comme communiquer, en fait, ça va toujours être dur, surtout dans un contexte qui est sexuel, mais ça démontre que c'est tout au plus nécessaire de le faire lorsqu'il y a une consommation à cause de cette nuance-là de comme, est-ce qu'on est encore lucide, est-ce qu'on est encore responsable de ses décisions, tu sais. Fait que ça le highlight, if anything. Puis encore une fois, du même point de vue, quelqu'un qui consomme pas du tout, parfois va avoir un jugement face à quelqu'un qui consomme avant une relation, de faire pourquoi tu as besoin de consommer maintenant? T'as-tu pas de fun? C'est parce que la soirée n'est pas le fun, tout ça, mais on comprend tranquillement que c'est pas lié à ça, puis que quelqu'un qui consomme souvent va parfois avoir une nécessité. Tu sais, moi, justement, j'ai une partenaire en ce moment qui consomme beaucoup, puis originalement, dans les premières fois qu'on datait, j'avais été surpris de l'avoir vraiment fumé avant qu'on rentre au bar. Au bar, sortir à la moitié, fumer un bat, on revient, fumer un autre bat, on s'en va. Là, je me disais, c'est parce que je suis vraiment plate. Est-ce que c'est parce que là, tranquillement, à force de la revoir, là, je comprends mieux l'aspect que c'est juste quelqu'un qui consomme de manière régulière, puis c'est comme ça qu'elle vit ses moments de détente, ses moments de congé, tu sais. Puis là, je le comprends bien mieux. Puis ça reste que ça enlève rien à cette personne-là qui fait du bénévolat dans 1000 et une causes, qui a 2 emplois, tu sais, c'est comme quelqu'un qui fait plein d'affaires. Mais au début, je me disais, tu sais, je me suis retrouvé moi-même à porter un jugement envers cette personne-là. La première fois que je l'ai rencontrée, de me dire, ah ouais, elle consomme beaucoup, tu sais, est-ce que c'est... Tu sais, je savais pas encore qu'est-ce qu'elle faisait comme emploi, tout ça. Je me disais, tu sais, je sais pas où ça s'en va, tout ça. Puis finalement, je réalise que, tu sais,
moi-même, des fois, on est porté, même si je suis un consommateur, je suis pas quelqu'un qui devrait avoir ces jugements-là, mais je me suis tellement fait inculquer C'est ça. que moi-même, on dirait que je les rapporte à quelqu'un d'autre, tu sais. Puis ça fait que j'ai pas abordé cette communication-là, j'y ai pas posé ces questions-là de « Ah, tu consommes beaucoup, y a-tu quelque chose qui se passe, y a-tu quelque chose que je peux faire là-là? » Tandis que peut-être que si c'était pas un tabou, ben j'aurais pas été gêné de lui demander, même avant d'avoir notre relation sexuelle, de faire, tu sais, y a-tu, là, en ce moment, t'es-tu 100% lucide? T'es-tu habitué de consommer comme ça? C'est parce que t'es stressé? Mais genre, je l'ai pas abordé du tout, puis on en a pas parlé, même après plusieurs fois qu'on se soit vu, que là, éventuellement, on en a discuté, mais je me dis, tu sais, on a quand même j'ai quand même eu une relation sexuelle avec tous ces questionnements-là en arrière-tête, puis que j'ai pas abordé parce que je me disais, ben, je veux pas la brusquer, ou je veux pas la gêner, ou je veux pas moi-même me mettre les pieds dans les plats. Fait que oui, c'est sûr qu'il y a vraiment un stigma lié à ça. Ça me fait penser, dans le fond, vous savez que le balado, il sort d'un projet de recherche où on a interviewé d'autres jeunes, finalement, qui ont des relations sexuelles sous influence du cannabis. Puis quelque chose, ça m'a fait penser à ça, Maxime. Quelque chose que beaucoup d'entre eux ont rapporté, c'est justement l'auto-jugement ou l'auto-stigmatisation qui existe, en fait, parce qu'on a tous ces jugements, ces préjugés par rapport au cannabis, mais que dans les relations sexuelles, ben, ce que ça a comme impact, c'est que ça vient aussi créer une barrière à parler de nos expériences avec les autres, mais dans des situations où ton expérience n'a pas été si le fun ou si plaisante, où il y a des choses difficiles qui se sont passées, ben, on va avoir encore plus de difficultés à en parler parce qu'on va avoir peur de se faire juger pour notre consommation, d'avoir consommé avant une relation sexuelle ou pendant, puis finalement de se faire blâmer pour ce genre de situation-là. Donc, quand tu parlais de ces pensées-là que tu as, mais qui viennent pas de toi, finalement, qui sont inculquées par la société, je me demandais, est-ce que... Parce que je pense que c'est quand même une expérience qui peut résonner avec beaucoup d'autres personnes qui nous écoutent. Est-ce que vous avez des idées, des conseils de comment on peut aller par-dessus ces barrières-là? Mais l'adresser, il faut l'adresser. Puis c'est sûr que c'est dur aussi dans un contexte où il y a comme un peu de tension sexuelle, ou peut-être on connaît pas à 110% la personne, c'est comme on n'est pas super à l'aise. C'est sûr que c'est difficile, mais je pense que si on parle d'une relation saine, d'une sexualité saine, faut les poser les questions. Ouais. Hey, t'aimes-tu ça? Mais comme, est-ce que tu te sens lucide? Est-ce que tu te sens prêt? Tu sais, comme si c'est des questions qu'on n'a pas le choix de poser, genre. Puis ça va toujours être effrayant, la communication, mais c'est juste tellement nécessaire. C'est la seule façon, je pense, de trouver comme un middle ground, que tout le monde soit safe, que tout le monde se sente bien. Et il faut poser ces questions-là. Puis toi, Maxime, justement, c'était un peu ça que tu nous partageais, que tu l'avais vécu avec l'une de tes partenaires. Est-ce que tu as eu comme des... Ou est-ce que tu as des conseils à nous partager après avoir comme passé par ces questionnements-là? Je pense que c'est un peu la peur de la nouveauté. Fait qu'à quelque part, c'est peut-être juste de... naturellement, ça aurait été de l'adresser plus vite, questionner un peu plus vite sur le « Hey, pourquoi tu fais ça? » et tout ça. Mais en même temps, c'est que je trouve ça niaiseux aussi de me dire « Je suis pas un interrogatoire, pas à justifier, j'ai pas à dire pourquoi tu consommes autant. » Comme je pense plus que c'est juste de go with it. Puis à la limite, c'est peut-être juste de l'adresser si on sent quelque chose qui nous importune de nous. Si moi, ça avait commencé à me faire stresser par rapport à genre comment je me sens, quoi que ce soit, là, j'aurais pu l'adresser, mais d'assumer, puis peut-être de pas s'inquiéter pour la personne en mode si la personne vient à une date, qu'elle consomme autant, qu'elle m'invite chez elle et qu'on s'en va avoir une relation, je peux assumer qu'elle est consciente puis elle sait ce qu'elle fait puis que c'est probablement dans ses habitudes et quelque chose qu'elle est prête à faire. Il y a peu de chances que ce soit la première fois qu'elle a décidé d'essayer du pot, qu'elle a décidé d'en prendre 6 fois à une date avec un inconnu. Je pense pas que ce soit ça. Fait que c'est peut-être de faire littéralement plus confiance. C'est littéralement ça. Je pense que c'était un peu... Je m'inquiétais pour elle, littéralement, en mode, est-ce que tu sais, puis c'est niaiseux, là, c'est super genre paternaliste de ma part de faire comme, est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait, est-ce qu'elle va bien, tout ça, mais comme, c'est une femme adulte de 25 ans, là, genre, elle sait ce qu'elle fait, puis si elle veut consommer, elle sait qu'elle va consommer, tu sais. Fait que je pense de faire confiance à l'autre, puis que jusqu'au point où si nous, on sent un certain malaise, d'en parler, mais d'ici là, de faire confiance à la personne, puis à sa consommation. Je pense qu'on peut assumer que les gens sont bien avec les trucs qu'eux s'imposent, au final. Avec la communication, se faire confiance à l'autre. Et toi, Victoire,
Est-ce que tu penses à autre chose? Je pense de cultiver déjà les espaces de non-jugement. Tu sais, qu'importe soit le cannabis ou pas, la sexualité ou pas, mais déjà de base dans nos relations, de prôner ça, de prôner la bienveillance, de prôner l'auto-bienveillance, en fait. Puis aussi d'aller chercher des modèles positifs, en fait. Il y a plein de gens qui consomment puis qui sont ouverts. Faut les trouver, faut les chercher. Mais des fois, dans certaines conversations, en parlant, mais c'est là que comme, ben, tu sais, j'ai telle personne, ben, il est chercheur, mais il consomme. Ah, mais j'ai un ami que, comme, lui, il fait du bénévolat à telle place, puis il consomme pareil, de faire, OK, ou comme, ben, j'ai tel ami qui va, je sais pas, des sex parties, puis il consomme quand même, mais tu sais, il va avoir des discussions. Fait que, tu sais, de, comme, justement, en parler, puis de chercher des modèles positifs. Fait que moi, je dirais ça. L'auto-bienveillance. Si je peux Hashtag auto-bienveillance, si je peux j'adore. juste ajouter, pour continuer ce que les deux vous disiez, je pense que peut-être la clé est dans peut-être pas poser des questions en mode interrogatoire. Je pense que c'est sûr que ça peut être très confrontant, mais plus d'accès sur ouvrir le dialogue. Plus d'être comme, hey, es-tu à l'aise de parler de ta consommation? Puis pas être comme, tu consommes vraiment beaucoup? Est-ce que tu peux me dire pourquoi? Tu sais, je pense que ça joue vraiment dans comment l'aborder, mais comme tu l'as dit, Victoire, de plus vraiment lancer pour que la conversation reste ouverte, puis qu'elle reste ouverte en continu, tu sais. C'est pas à l'aise, full d'en parler première date, peut-être la prochaine fois que vous vous voyez, de savoir que cette porte-là est ouverte, mais de plus tendre l'oreille à la place de comme poser des questions, peut-être. Je pense que ça se joue peut-être un peu là-dedans. C'est super. J'ai l'impression, on a brassé tout plein d'idées. Puis je pense que ce qu'on ressort de ça, c'est que la sexualité, les influences de cannabis, ça va au-delà de nos expériences personnelles. Puis c'est aussi modelé par les normes de la société, les attentes qu'on peut avoir envers nous-mêmes, ou que, encore une fois, la société nous met dessus par rapport à ce que devrait être la sexualité. Comment aussi les jugements des autres ou de nous-mêmes peuvent avoir une influence là-dessus. Mais je pense que vous avez partagé vraiment des super pistes de comment dépasser tout ça, puis en espérant aller vers une société où on est plus bienveillant, plus ouvert, où on communique mieux aussi entre nous. Fait que pour terminer, j'aimerais, dernière petite question pour conclure, si vous pouviez faire une petite différence par rapport à ce qu'on vient de discuter aujourd'hui, qu'est-ce que vous feriez? Pour ma part, je pense d'être peut-être plus transparent par rapport à ma consommation, sachant que j'ai un partenaire qui ne consomme pas. Ben, même si j'avais un partenaire qui consommait, de le dire, mais comme d'avoir cette franchise-là avec moi-même en premier, ça va me permettre, je pense, d'avoir cette franchise-là avec mes partenaires sexuels. Je pense dans le jugement personnel, on dirait qu'on l'a comme mentionné, puis j'ai fait, c'est vrai que je fais beaucoup plus ça que ce que je devrais. J'ai beaucoup de gens que je connais qui consomment, qui sont justement des modèles très positifs, des gens très bienveillants, très impressionnants même, je dirais. Puis je pense que je me tape quand même pas mal sur la tête par rapport à ma consommation. Puis encore plus dans les contextes sexuels. Il y a beaucoup de moments où, justement, j'ai eu... Je pense que presque systématiquement, quand j'ai eu de la consommation dans ma sexualité, je me suis un peu auto-tapé sur la tête de en ce moment, on devrait pas, j'aurais pas dû fumer, je savais que j'allais aller avoir une date, on aurait peut-être pas dû fumer avant, on aurait dû rester à jeun, tout ça. Puis finalement, ça, à toutes les fois, honnêtement, ça rend la sexualité encore plus agréable souvent, là, ça l'amplifie. Fait que peut-être essayer de diminuer ce self-cognage à la tête, là, d'essayer de se dire comme, hey, c'est correct ce qu'on fait, on n'est pas les seuls, on n'est pas isolés, puis au contraire, même de l'aborder pour essayer de retirer un peu de tabou là-dessus. Mais je pense surtout ça dans mon jugement envers moi-même, puis surtout par rapport au moment sexuel aussi. Là. Fait que, Je pense, je dirais pour moi, si la personne se sent moins seule, en fait. Si la personne se sent moins seule dans qu'est-ce qu'elle vit, que comme, comment, j'ai pas besoin de me cacher, j'ai pas besoin de rendre ça tabou, je peux en parler. Puis s'il y a des gens à qui que, comme, j'en parle, puis comme ça les heurte, mais tu sais, je peux en parler à d'autres personnes ou je peux essayer d'ouvrir le dialogue pour un peu comprendre pourquoi ou déconstruire des choses avec eux. Mais je pense de juste se permettre d'être puis de vivre, en fait. Là. Voilà, se permettre d'être de vivre. Fumer du weed! Puis parlez-en. Yes. Je pense que moi, pour ma part, j'ai l'impression que j'ai déjà un peu ce rôle-là auprès de mes amis, tu sais, autour de moi, mais continuer à être une personne accueillante, tu sais, bienveillante aussi, comme tu le disais, par rapport à ces sujets-là. Je me sens vraiment choyée, moi, que souvent, quand les amis ont ce genre de questionnement-là, ils viennent vers moi, puis je pense que de continuer à cultiver ça, ça va être ma petite contribution. Mais merci à vous.
Ça fait plaisir, c'était super le fun. La mini-série en 4 épisodes I Want You est une production du Club Sexu, fruit d'une collaboration entre l'équipe d'Alliés Cannabis et Sexualité, de l'UQAM, VoxCan, du GRIP et de l'AIDQ.